Je vous en prie et continuez à discuter. Pour ne pas stresser. Je veux vous accueillir à l'Université de Liège pour assister à la défense ou soutenance de thèse de M. Jean-Claude Kangamba Lulamba, dont le titre est L'univers romanesque d'Hubert Juin ou l'aventure d'une écriture. La séance sera divisée en plusieurs parties. D'abord, un exposé de son travail par M. Kangamba lui-même, qui ne devrait pas excéder 20 minutes, s'il veut bien s'y tenir. Et puis, nous entendrons successivement les 6 membres du jury faire leurs interventions et leurs observations sur cette thèse. Voilà, je n'en dis pas plus car le temps nous est compté. Monsieur Kangamba, vous avez la parole, nous vous écoutons. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette audience, il nous faut prendre le temps de remercier les membres du jury, chacune et chacun en ses qualités, pour leur présence en ces lieux et pour avoir trouvé le temps de lire cette thèse. Il y a environ une semaine, j'ai envoyé un errata par email à l'ensemble du jury. Certains membres m'ont confirmé sa réception. Mon souhait est qu'il soit parvenu à tous sans encombre. Évidemment, je déplore la présence de ces coquilles dans le texte et présente des excuses pour cette liste supplémentaire. Je termine ces remarques préliminaires en levant une équivoque un peu cocasse qui en dit long sur les tribulations que le régime du président Mobutu a imposées aux Congolais jadis. La page de couverture de cette thèse mentionne comme nom complet de l'auteur Jean-Claude Kangamba Lulamba. L'Université de Liège a annoncé quant à elle que le récipiendaire de la thèse sur Hubert Juin répond au nom de Lulamba Kangamba. Permettez-moi de vous rassurer, dans les deux cas, il s'agit bien de nom. Malheureusement, jusqu'à ce jour, mon patronyme complet reste coincé entre la fameuse décision de Mobutu de supprimer les prénoms chrétiens et la décision de la Belgique de s'opposer à leur retour. On peut en rire, mais c'est un véritable gâchis que je paye de diverses manières. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas. Pour revenir à la thèse, mon intérêt pour les techniques romanesques s'est manifesté alors que j'étais chef des travaux au département de français d'un institut supérieur en République démocratique du Congo. J'étais fasciné, voire intrigué par les textes d'Alain Robbe-Grillet, de Nathalie Sarotte et de Robert Pinger. Cette attention extrême portée sur le surgissement de l'écriture, au point d'en faire le sujet même du roman, me laissait quelque peu perplexe. Plus tard, quand j'ai lu les romans d'Hubert Juin, tel Chaperon Rouge ou Les Trois Cousines, j'ai retrouvé un usage semblable des techniques novatrices dans la construction du récit, mais sans ce côté quelque peu radical du nouveau roman français. J'ai tout de suite été requis par l'évidence qu'une recherche était possible à partir de textes fictionnels d'Hubert Juin. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que l'analyse des romans de Juin allait exiger d'autres lectures, notamment sur le régionalisme et sur la poésie. Le travail que je présente aujourd'hui est l'aboutissement de toute cette quête. Il s'intitule L'univers romanesque d'Hubert Juin ou l'aventure d'une écriture. Il se fixe comme objectif principal l'analyse de l'œuvre romanesque d'Hubert Juin, laquelle comprend 5 récits qui sont Les Sangliers, La Cimenterie, Chaperon Rouge, Le Repas chez Marguerite et Les Trois Cousines. Ces 5 romans ont en commun plusieurs particularités, dont voici les principales. La première, leurs intrigues ont comme cadre spatial un ensemble de villages nommés les hameaux. Ces derniers sont situés dans l'extrême sud du Luxembourg belge et englobent les localités de Vélin, de Tige et de Lisse, qui dans la réalité peuvent renvoyer à Attu, Aubange et Arlon.
Les personnages sont des simples paysans, dont une partie passe d'un roman à l'autre, au point qu'on peut parler ici de série, sinon de cycle romanesque. L'information peut faire débat, comme chaque fois qu'il faut inscrire un texte d'Hubert Join dans un genre ou dans un sous-genre littéraire. La thématique principale met en lumière les problèmes d'intégration que pose l'arrivée des étrangers dans les hameaux et qui peut aller jusqu'au meurtre. D'autre part, Hubert Join entreprend de mettre en scène le dépérissement de plus en plus rapide de cette communauté rurale face à la révolte des jeunes et à l'implantation des usines sidérurgiques sur les terres ancestrales. Ce programme est donné en tant que tel par l'auteur lui-même dans l'avertissement placé au début de son troisième roman, Chaperon rouge. En effet, voici ce qu'il déclare à propos de son projet romanesque. Mon éditeur et moi avons ensemble décidé de mettre à cette série de romans que j'écris un surtitre, Les hameaux. Il n'y a pas de héros, il n'y a que des personnages. Il y a un lieu surtout un peu diffus dans l'espace, fait d'un bourg, d'un village ou deux, et des hameaux autour d'eux répandus. Tout cela se meurt, cette mort fait tout le drame. Au vu de l'information que livre cet avant-propos, nous le considérons tout naturellement comme un des fils conducteurs de cette étude. Avant d'aller plus loin, un mot quand même sur l'auteur. De son vrai nom Hubert Lecher, Hubert Join est né à Attu le 5 juin 1926, une localité de la commune d'Aubange, située au point de rencontre de trois frontières, la belge, la luxembourgeoise et la française. C'est ce que l'on appelle le tripoint transfrontalier. Ce tripoint jouxte Rodange, un canton du Grand-Duché du Luxembourg, et Mont-Saint-Martin, le département de Meurthe-et-Moselle, en France. En 1953, Hubert Join choisit de s'installer à Paris et de se consacrer à la littérature. Son œuvre aligne plus de 80 titres, j'en ai compté exactement 101, en tout cas ceux auxquels j'ai pu avoir accès, parmi lesquels des essais, des romans et de la poésie, sans parler d'une abondante production critique, dont le couronnement est sans doute sa monumentale biographie de Victor Hugo, couronnée par le prix Goncourt de l'Essai en 1991. Join est décédé à Paris le 3 juillet 1987, même si Wikipédia, la grande encyclopédie du net, persiste à parler du 3 juin. Je leur ai écrit à ce propos, mais rien à faire. Hubert Join est parti sans avoir eu l'occasion de feuilleter son dernier recueil, La destruction des remparts, publié la même année. Ce qu'il faut tout de suite signaler, c'est la place centrale de la thématique des hameaux dans l'œuvre entière de l'auteur, car elle innerve également ses 5 essais autobiographiques et ses 28 recueils de poèmes. C'est elle qui donne à l'ensemble de son œuvre de création cette unité de thème et de ton. Raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire d'ouvrir le corpus aux genres précités, car bien des ramifications de l'univers romanesque de l'auteur ne sont observables qu'en dehors des œuvres de fiction. En effet, les textes autobiographiques tels Célébration du grand-père et surtout Paysage avec rivière contiennent de nombreuses pages de fiction qui les rendent très proches du corpus romanesque. Il en va de même dans une moindre mesure pour les 3 autres essais, à savoir Les Bavards, L'arbre féminin et Le double et la doublure. Cette pratique textuelle à la frontière des genres littéraires constitue une des grandes difficultés que présente l'étude de l'œuvre fictionnelle d'Hubert Join. Elle est rendue encore plus problématique par l'implication explicite de l'auteur lui-même dans ses écrits biographiques et dans ses récits à partir d'un pseudonyme littéraire unique, Roger Gendre. Ce qui ouvre l'analyse à un nouveau champ critique, à savoir la dimension autofictionnelle de l'œuvre d'Hubert Join. Un ouvrage comme Paysage avec rivière est très emblématique à cet égard. L'auteur y raconte son itinéraire, de l'enfance passée dans les hameaux à son installation à Paris, tout en abordant sous le mot de la fiction l'émoi soulevé dans le village par la mort d'un habitant, le père Toupin. À la fin de l'ouvrage, l'auteur va jusqu'à élaborer un plan de ce que pourrait être un roman modèle sur le village et ses habitants. De la dimension autofictionnelle, nous débouchons ainsi sur l'aspect métatextuel de l'œuvre d'Hubert Join, qui est notamment illustré de manière subtile dans la poésie et dans son 5e roman, Les Trois Cousines. L'œuvre romanesque d'Hubert Join retient l'attention à plus d'un titre. Les critiques qui ont fréquenté ces textes s'accordent à dire que son œuvre sort des sentiers battus, tant par la nouveauté de son regard sur le récit régional
que par la modernité de ses techniques narratives. Pour ce qui concerne la première caractéristique, l'ancrage régional des fictions et des essais de Juin ne laisse pas d'interpeller à une époque où, justement, le roman dit régionaliste s'était quelque peu essoufflé en Belgique du fait de l'étroitesse de son champ thématique et de la relative pauvreté de ses recettes esthétiques, parmi lesquelles la pratique d'un réalisme passéiste et idéalisant du monde rural. Une des tâches de la présente recherche a été de répondre à cette interrogation. Peut-on qualifier Hubert Join d'écrivain régionaliste? Si oui, dans quelle proportion et à partir de quels critères? La vraie question ici, on s'en doute bien, est de nature architectuelle et peut être formulée comme suit. Est-ce que tout roman situé dans l'espace rural est à classer dans le corpus régionaliste? Jean-Marie Klinkenberg signale à juste titre l'embarras qu'il y a à dresser une liste des textes régionalistes à l'abri de toute contestation. Il dit, je cite, « L'historiographie a constamment revu la nomenclature des textes régionalistes, retirant ou ajoutant des œuvres entières à cette catégorie. » Il cite notamment le cas d'André Baillon ou d'Enel Joff, qui en sont sortis pour rejoindre le roman psychologique ou le populisme. Il faut dire que l'étiquette régionaliste véhicule quelques signes péjoratifs qui ont le don d'irriter certains auteurs, dont Hubert Join lui-même. Notamment lorsque cette étiquette présuppose une peinture plus ou moins dithyrambique du milieu rural, à travers une écriture aux recettes très proches du réalisme, de l'instantané paysager. D'où il est toujours important, évidemment, de préciser ce que l'on entend par ce terme. On peut constater à ce stade que l'analyse de l'œuvre d'Hubert Join exige de faire face à une série de défis et de paradoxes que sont l'ambiguïté de son ancrage régional, son caractère d'hybridité architectuelle et ses traits autofictionnels. La liste n'est pas close pour autant, car plusieurs analyses des romans d'Hubert Join ont régulièrement souligné la proximité de ces techniques narratives avec les procédés mis en œuvre par les romanciers français réunis sous le label du Nouveau Roman. Hubert Join reconnaît d'ailleurs volontiers cette proximité tout en soulignant au passage que le Nouveau Roman est avant tout un roman urbain, à quelques exceptions près. Ce faisant, Join souligne que, comme pour son usage du récit régionaliste, il ne s'agit pas, en ce qui le concerne, de s'inscrire purement et simplement dans des traditions et des pratiques littéraires éprouvées. Sur ce plan, ce travail s'est donné pour tâche de montrer que, si Join reprend ces techniques romanesques modernes, ce n'est pas tant dans l'intention de renoncer à l'intrigue traditionnelle sous le mode balsacien. C'est d'abord pour les mettre au service de son entreprise mémorielle, qui consiste en la résurrection et en la métamorphose de sa terre natale par le biais de l'écriture. Cette entreprise mémorielle est loin de s'apparenter à une simple promenade dans les souvenirs, car à l'instar du fonctionnement de la mémoire elle-même, elle a ses aléas, ses fantaisies, ses redondances et ses ambiguïtés. À y regarder de plus près, cette série de paradoxes et d'ambiguïtés décelées dans l'œuvre d'Hubert Join montre à suffisance l'originalité de son entreprise littéraire et de sa démarche esthétique, mais pas seulement. Elle révèle également une singularité importante de son écriture, à savoir que Join est presque toujours à côté de ce qu'on attend de lui, en marge de la norme dominante. Ces jeux avec les normes passent d'abord par une pratique structurante de la rupture qui a comme conséquence que les textes de Join ne coïncident jamais parfaitement avec les genres et les sous-genres dans lesquels la critique prétend les enfermer. C'est cette complexité qu'a voulu désigner le sous-titre de notre travail, à savoir l'aventure d'une écriture. Au-delà de l'œuvre, la rupture est également un opérateur majeur dans la vie même de l'auteur. Lui qui a renoncé au travail de la terre, destin d'une grande partie de sa parentèle, lui qui est devenu un bavard, ainsi qu'il se qualifie dans l'essai des bavards, lui qui enfin rompra toutes les amarres avec sa famille, choisissant de s'installer définitivement à Paris pour se consacrer à son métier d'écrivain. Il me semblait qu'il y avait quelque part une articulation possible entre ces ruptures présentes dans l'itinéraire d'Hubert Join et les paradoxes décelés dans son œuvre littéraire. Mais comment rendre explicite cette connivence sans retomber dans les travers de l'approche biographique des textes littéraires que Join lui-même a d'ailleurs pratiqué de temps en temps dans ses travaux de critique littéraire. À ce stade, il m'est apparu que deux concepts issus du domaine de la pragmatique appliqués à l'œuvre littéraire
pouvait être utile dans l'illustration de cette rencontre singulière entre une vie d'auteur et la thématique principale de ses œuvres. Il s'agit de la paratopie et de la saine dénonciation, notion définie et développée par Dominique Mingaud. Telles sont donc les interrogations fondamentales que nous avons tenté de démêler et de clarifier tout au long de notre recherche, et cela en 3 étapes. Dans la première partie, intitulée « La situation paratopique d'Hubert Join », nous nous sommes attachés à affiner les notions des paratopies, et de saine dénonciation que nous venons d'évoquer. Excusez-moi, je passe de mots plutôt à un jeu. Vient ensuite l'examen de la vie et de la carrière d'Hubert Join, qui souligne la singularité de ses choix et leur implication sur son travail littéraire. C'est à ce stade qu'ont été abordées les questions de l'autofiction et de l'hybridité architecturale que posent les essais autobiographiques. Mention spéciale est faite à la poésie, que l'auteur a toujours considérée comme la partie la plus importante de son œuvre. J'ai pu montrer son évolution à partir du premier recueil, Le Livre des déserts, jusqu'au dernier, La destruction des remparts. La deuxième partie du travail s'intitule « Les hameaux, une communauté dans la tourmente » et aborde l'analyse proprement dite des romans. Étant donné qu'on est confronté à un univers fictionnel où la question de l'espace est importante, voire déterminante, j'ai choisi de recourir à la méthode d'analyse de l'espace romanesque développée par Jean Westgerber dans son ouvrage intitulé « L'espace romanesque ». Pour faire face à l'émiettement des données qui peut résulter de la grille de polarité qu'il y construit, j'ai proposé un cadre de pertinence appuyé sur 3 principes qui, me semble-t-il, structurent et conditionnent le destin des hameaux. Le principe de l'échange, le principe du désir et le principe de la transmission. Dans le cadre du roman régional, le premier principe se rapporte aux échanges de divers types, mis en place par 2 ou plusieurs groupes humains, notamment pour leur survie respective. Le deuxième principe porte sur les rapports entre le groupe et les individus qui le composent. Il aborde entre autres les problèmes d'intégration et de non-intégration dans les hameaux. Le troisième et dernier principe s'occupe du rapport au temps d'une communauté, en ce compris les références à ses origines, les héritages multiples et leur mode de transmission d'une génération à l'autre. L'intérêt de cette partie réside également dans l'étude sur le rapport au temps que développent les habitants des hameaux. Au terme de cette analyse, il apparaît que les habitants des hameaux vivent dans une sorte d'exil temporel qui les coupe de la marche de l'histoire et qui débouche sur une véritable catastrophe, la disparition des hameaux. C'est donc la chronique d'une mort annoncée par l'auteur lui-même dans son avertissement en début des chaperons rouges que nous avons déjà signalé. La troisième et dernière partie de notre travail, intitulée « Entre régionalisme et nouveau roman, la voix d'Hubert Join », aborde la question architectuelle du récit de Join, d'abord en rapport avec la tradition régionaliste. À l'issue de l'examen du récit régionaliste tel que pratiqué jusqu'ici, on peut constater que l'œuvre de Join affiche des stigmates régionalistes. Elle porte sur un espace rural qui semble vouloir vivre en autarcie, en affichant une identité frileuse, hostile envers l'étranger comme envers le changement. Cependant, ces traits régionalistes de l'œuvre sont sérieusement contrebalancés par le refus de tout idéalisme bucolique, de sorte que la plupart des lieux mythiques de l'auteur, tels la forêt, les ruines de la cimenterie, la rivière ou encore la combe d'Alternois, sont des espaces anxiogènes, théâtre de violences et de nombreux meurtres. Par ailleurs, face à la menace des usines, se dresse celle d'un conflit de génération qui débouche sur l'incendie du moulin de Mathieu et les viols de Marguerite. Dans cette atmosphère où tout se meurt, comme dit l'auteur, il y a très peu de place pour les régionalismes militants. La seconde question architectuelle porte sur le statut du récit de Join par rapport aux techniques romanesques qu'il a mises en œuvre, notamment dans Chaperon Rouge et dans Les Trois Cousines. À l'issue de l'exposé sur la théorie et les diverses pratiques du nouveau roman français, force est de constater qu'Hubert Join est loin d'adhérer à l'idéologie qui sous-tend ce mouvement et qui, dans le chef d'Alain Robbe-Grillet, par exemple, confine au nihilisme et au rejet de toute réalité psychologique, quelle qu'elle soit. Comme l'illustre l'analyse des Trois Cousines, Hubert Join utilise effectivement les techniques du nouveau roman, mais pour faire trembler le sens, comme il dit, de ces récits consacrés au hameau. Un mot qu'il a d'ailleurs emprunté à Roland Barthes.
Mais au lieu d'un montage purement mécanique et ludique de ces techniques, tel qu'on a pu l'observer par exemple chez Alain Rodriguez ou chez Jean Ricardou, Join les met au service du souvenir par le biais d'une mémoire labile, complexe, qui avance à tâtons afin d'épouser la complexité d'une communauté humaine aux êtres taiseux et au langage criblé de silence et de non-dit. En guise de conclusion, voici quelques pistes qui pourraient retenir l'attention à l'issue de ces thèses et que je regrette moi-même de ne pas avoir eu le temps de creuser davantage. La première piste porte sur l'analyse de la poésie du Bergevin. En offrant une vue d'ensemble de sa production poétique et en montrant l'évolution de sa technique du vers, j'ai pu montrer que cette partie de son œuvre méritait certainement un travail plus fouillé sur le réseau extraordinaire d'images qu'elle brasse, construit et déconstruit. Peut également faire l'objet d'une recherche conséquente l'aspect narratif qui se déploie d'un recueil à l'autre, à l'instar de la thèse que Christian Rivoire a consacrée au narratif dans l'œuvre de Saint John Perse, thèse défendue à l'Université Aix-Marseille 1 en 2003. L'utilisation de la méthode d'analyse de l'espace romanesque conçue par Jean Westgerber mérite sans doute d'être approfondie et affinée. J'ai formulé des remarques précises tant sur sa pertinence et son usage que sur sa mise en rapport avec les réseaux paratopiques d'un récit. Elle peut également interpeller la notion des spatialisations de la temporalité avec ses anachronies temporelles et leur lieu de conflit dans les textes littéraires. Je pourrais également signaler la mise au jour des éléments du mythe littéraire du Bergevin, à savoir les hameaux. Mais l'apport le plus important, selon moi, de cette thèse reste, me semble-t-il, que c'est le premier travail d'une telle ampleur sur cet écrivain prolifique qu'était Hubert Join. Le travail n'est pas parfait, mais je compte bien profiter des précieuses remarques des membres de ce jury pour le rendre meilleur. Permettez-moi de vous en remercier d'ores et déjà, et j'ai terminé. Merci M. Kangomba pour cette synthèse éclairante de votre travail et parfaitement limitée. Je vais maintenant passer la parole aux membres du jury, en commençant par Mme Françoise Renard, qui siège à ma gauche et qui est professeure aux facultés universitaires de Saint-Louis. Université de Saint-Louis. Bravo pour cette montée en grade. Et je vous donne la parole avec le même temps de parole. Merci beaucoup. C'est à moi qu'incombe commencer à lancer des hostilités qui seront, pour ma part en tout cas, très amicales. J'ai beaucoup aimé le titre d'ailleurs, et j'espère que nous reviendrons, cher Jean-Claude, sur ce titre, l'univers romanesque du Bergevin ou l'aventure d'une écriture. Et ça, ma foi, comme un titre de roman du XVIIIe siècle, et laisse supposer pas mal de choses. Un des grands mérites de la dissertation doctorale de Jean-Claude Kangomba, je peux faire un effort parce que je ne dis pas souvent le nom de famille, vous m'excuserez, est d'attirer l'attention sur une œuvre qui a joui d'une belle reconnaissance en France et en Belgique du vivant de son auteur, mais que le temps a tendance à occulter. Hubert Join illustre la figure, vous l'avez rappelé, de l'écrivain belge inscrit dans la mouvance du Parti communiste, installé et édité à Paris dans l'immédiat après-guerre, ce qui soulève évidemment aussi pas mal de problèmes quant à ce que l'on a appelé par après la Belgique, mais qui assume dans ses écrits sa Belgique profonde. Jean-Claude Kangomba présente et articule la riche diversité de l'œuvre de l'écrivain, sur les 5 romans, 4 essais autobiographiques, plus de 30 ouvrages de critique littéraire et de critique d'art, et la longue biographie de Victor Hugo, et une bonne vingtaine de recueils poétiques. Donc tout cela est brassé, et je trouvais que c'était fort intéressant pour ce public qui ne connaissait pas comment plus le travail d'Hubert Join, est brassé avec intelligence et perspicacité, je trouve. Jean-Claude Kangomba propose ensuite une analyse subtile de la poésie, les thèmes, la métrique, figure de rhétorique, dont la méthode n'est pas sans rappeler à certains moments la fameuse analyse textuelle liégeoise, puisque nous sommes ici dans l'alma mater de ce genre de pratique à laquelle j'ai eu le plaisir de participer une grande partie de ma vie. Et tout cela avant d'aborder assez magistralement le travail du critique littéraire
puisque ce travail du critique littéraire est ce qui avait rendu célèbre en son temps Hubert Join. J'ai regardé par curiosité, j'ai revu certains textes d'Hubert Join, notamment consacrés à Pierre Mertens, et puisqu'il m'est arrivé de travailler sur cette œuvre-là également, et j'ai été frappée de l'à-propos et de la justesse avec laquelle Hubert Join émettait des jugements d'entrée de jeu. Parce que donc dès que Mertens a publié L'Inde ou l'Amérique ou bien Le niveau de la mer, Hubert Join a tout de suite salué cette voix singulière et forte, qui est nouvelle et profondément enracinée. Il me semble que ce sont tous les adjectifs qui sont porteurs par rapport à l'œuvre de Mertens. Et puis, il salue également la permanence, il faut écouter comment ça sonne, la permanence hardie qui permet à la littérature de se perpétuer en se renouvelant. Évidemment, vous entendez tous les pères qui, comme un signifiant discret, s'inscrivent quelque part. Et on comprend que Mertens a été quand même séduit par cette façon de présenter son entrée en littérature. C'était donc d'ailleurs deux personnes qui s'appréciaient dans leur spécificité respective. Au terme de ce parcours, Jean-Claude isole comme un acte obsédant une sorte d'intrigue cachée, inscrite en filigrane, à travers la trame des récits, ce qu'il appelle une pratique de la rupture et de l'écart. Vous y êtes revenu maintenant. Cette pratique de la rupture et de l'écart qu'il lit comme un tremplin, non vers la marginalité, mais vers l'originalité. Je crois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, une des phrases clés de cette approche. Et bien sûr, c'est par les concepts fondamentaux que sont la paratopie et la seule dénonciation que vous avez procédé à la présentation de l'œuvre et de l'auteur. Je laisse à d'autres membres du jury le plaisir de décortiquer ces concepts subtils. Le travail universitaire de Jean-Claude Kangomba accomplit ainsi pleinement une des missions qui est de renouveler l'intérêt du public pour une œuvre qui, à l'analyse, révèle sa valeur. Je crois que c'est aussi important que non seulement le public de lettrés que nous constituons aujourd'hui, mais également un public plus large, soit par votre travail tout à coup alerté de cette œuvre qui, quelque part, tombe un petit peu dans l'oubli. Et j'espère que vous serez à l'origine de certaines republications ou d'ouverture en la matière. C'est ce que je vous souhaite en tout cas de tout cœur. La deuxième partie de la thèse se centre sur la production romanesque, une étude systématique qui n'avait jamais été réalisée auparavant, puisque vraisemblablement le succès d'Hubert Join critique avait quelque peu porté ombrage à celle du romancier. Et ce premier balisage, dont je me félicite également, réalisé avec passion, met en évidence la thématique centrale du retour par l'imaginaire à la terre natale de l'écrivain. Ces fameux hameaux, dont on vient déjà de reparler et qu'on évoquera, je crois, encore plus tard, ces fameux hameaux du sud de la Belgique, situés entre Actus, Arlon et Aubagne. Et j'étais très, très touchée par la discrétion d'une petite note où vous disiez que vous étiez allé sur place pour vous rendre compte pendant plusieurs jours du fonctionnement et de la qualité d'être, si je puis dire, de ces lieux. Je vous imaginais grand noir parmi les petits blancs, regardant avec c'est une guitare que nous aimons beaucoup, regardant avec une précision d'entomologiste ce qui se passait dans ces trois patelas du sud de la Belgique. L'analyse de l'espace et du temps, des thèmes et des métaphores précédentes qui conduisent au mythe, c'est aussi un moment fort de notre travail, met en valeur les variations stylistiques et décline les nombreuses subtilités de la vie, au fil des paradoxes et des ambiguïtés. Les précautions méthodologiques sont prises au profit d'une analyse habile de la mise en scène liée à diverses manifestations, que ce soit le fait féminin, le meurtre de l'oiseau, l'image de l'eau, du sang, etc.
C'est également l'occasion d'une réflexion sur la littérature régionale et notre travail, notamment sur l'onomastique, m'a semblé fort intéressant et significatif. On pourra, si vous voulez bien, y revenir. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail sur la production romanesque, c'est votre, j'ai envie de dire, énergie à envisager plusieurs méthodes, hein, que ce soit, comme j'ai évoqué, une allusion au Grand Liégeois, de l'analyse de texte, ou bien à Sainte-Beuve, qui est passé par Liège, si je ne m'abuse, ou de la sociologie de la littérature, ou de la psychocritique, puisque Moron est quand même utilisé à bon escient. Et j'ai beaucoup apprécié également l'allusion aux lectures freudiennes discrètes, et vous vous défendez généralement de la chose en disant que ce n'est pas faire allégeance à une méthode freudienne, mais ces remarques sont passées dans le bon sens commun. En tout cas, je vous félicite de les avoir sorties à bon escient, et je trouve que ça éclairait grandement votre propos. Cette thèse s'appuie sur une connaissance précise du champ littéraire belge, c'est aussi quelque chose d'important, ainsi que sur une application intelligente et novatrice de différents discours théoriques, ce que je viens d'évoquer. Pour Jean-Claude Kamgomba, l'œuvre de Hubert Join constitue un prisme intéressant pour saisir les débats entourant le récit régionaliste et son renouvellement par le jeu des techniques narratives. Après des discussions très serrées, jaugeant des emprunts au nouveau roman, ville, campagne, etc., la troisième partie propose une autre analyse de texte, romanesque cette fois, où se retrouve la lutte acharnée pour la conservation d'une identité à la veille de la disparition des hameaux. Les questions, les paradoxes et les ambiguïtés soulevées au fil de la démonstration sont bien formulées, et la thèse se développe dans le respect des normes académiques. Réflexion de haut niveau, construction maîtrisée, conclusion convaincante. La chose à revoir, à mes yeux, serait la répétition. Parce que dans plusieurs de vos chapitres, vous reprenez tantôt les mêmes citations, tantôt les mêmes démonstrations, évidemment en variant quelque peu le point de vue, mais comme vous balayez à chaque fois l'œuvre, vous êtes amené à répéter très souvent les choses, ce qui finalement peut lasser un lecteur. Donc, il me semble que ce serait à mes yeux la chose à revoir. J'ai envie de vous dire élaguer, hein, cher Jean-Claude, c'est une métaphore qui vient de la terre et des arbres, et elle prendra, je crois, tout son sens dans votre texte. Voilà ce que je voulais vous dire comme remarque d'ensemble surgie au fil de ma lecture, qui m'a donné de bons moments et qui m'a permis de resituer l'apport d'Hubert Join à notre littérature et à notre littérature, puisque c'est essentiellement sur les hameaux que vous avez travaillé. J'avais une question à vous poser qui me tracassait lorsque j'ai ouvert votre texte et auquel j'ai déjà eu quelques bribes de réponse au fil des pages. C'était évidemment qu'est-ce qui peut lier un Africain romancier à cet auteur régionaliste que fut Hubert Join. Et justement, vos réponses discrètes sont dans le texte. À la page 89, vous parlez justement de cette belle description du fleuve Congo que Hubert Join a écrite. Vous parlez bien sûr, vous faites parfois de références, mais c'est souvent en note et très discrètement aux sociétés patriarcales et à leur type d'organisation. Lorsque vous parlez d'inégalité des sexes et des problèmes liés au fait d'être femme dans ces sociétés, évidemment, vous faites une relation avec votre terre d'origine. Et puis j'aimais beaucoup aussi à la page 288 que vous avez parlé du rapport à la temporalité africaine qui est tellement différente de la nôtre. Enfin, moi je parle en tant que petite blanche aujourd'hui.
Et donc, ce sont des éléments de réponse que vous donnez, mais j'aimerais vous entendre parler, parce que ce sont quand même beaucoup d'années de votre vie qui se sont là déroulées dans les hameaux. Je voulais vous demander quel rapport vous aviez établi avec votre terre d'origine. Merci pour la question et pour ces remarques. En ce qui concerne l'intérêt que j'ai eu pour Hubert-Join, dans un premier temps, je pense que je suis venu à Hubert-Join surtout par le biais de la recherche des textes proches du nouveau roman. Et donc quand je suis arrivé en Belgique, on m'a dit qu'en Belgique, il n'y a pas eu en tant que tel le développement du nouveau roman, mais que certains textes réutilisaient des techniques du nouveau roman dans leur développement. Et on a mentionné notamment Hubert-Join. Mais lorsque un des premiers livres de Hubert-Join que j'ai lu, c'est Le repas chez Marguerite, j'ai été séduit, j'allais dire, par cet ouvrage qui sur un ton absolument retenu comme ça et très visuel, plante une situation du village qui n'est pas si éloignée des villages que j'ai connus chez nous, notamment au Congo, etc. Cette espèce de patriarcat envahissant, et cette espèce de machisme, et même, j'allais dire, de minoration de la situation de la femme, je vais dire, dans certaines sociétés africaines, c'est assez courant. Mais il y a, en lisant les textes, je constate que Join se rapproche de plus en plus. Il a même écrit un livre sur Aimé Césaire, par exemple. Il a produit un livre sur Aimé Césaire, ce qui déjà était extraordinaire pour moi. Et surtout, un jour, je tombe sur un poème sur le Congo. Il décrit le fleuve Congo, et de manière absolument admirable. Et je dois dire que de fil en aiguille, comme ça, je suis arrivé à me dire, enfin, que Join avait une certaine sensibilité par rapport à l'autre, je vais dire de manière générale. Il disait d'ailleurs lui-même qu'ils ont été élevés au Luxembourg comme des nègres, entre guillemets, pas de manière péjorative, mais enfin, ils avaient une langue, le luxembourgeois, on leur apprenait autre chose, donc il disait lui-même qu'ils ont été colonisés, en fait. Et donc voilà, c'est tous ces éléments mis un peu ensemble qui me suivent. Et puis il y a eu surtout sa pratique des techniques romanesques qui a vraiment attiré mon attention, parce que moi, je m'en occupais depuis très longtemps. J'ai écrit un roman d'ailleurs, Misère au point, dans lequel on peut trouver quelques traces, quelques réminiscences des pratiques du nouveau roman. Et donc voilà, la chose a été entendue. Merci beaucoup. Alors, j'avais relevé cette expression que j'aime beaucoup, une pratique de la rupture et de l'écart, qui se lit comme un tremplin non vers la marginalité, mais vers l'originalité. Est-ce que vous pourriez reprendre cette assertion qui innerve votre approche de l'écriture également? Voilà. Et la rupture, je l'ai remarquée d'abord dans les textes. Chaque fois que j'avais affaire à un texte de Join, je prends par exemple le paysage avec rivière. C'est un essai, mais ce n'est pas un essai. Je prends Célébration du grand-père. C'est encore une fois un essai, mais ce n'est pas un essai non plus. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces textes circulent des parties fictionnelles qui tombent comme ça et qui sont en relation avec des textes, des fictions comme Les Sangliers, etc. D'ailleurs, les mêmes personnages passent d'un texte à un autre. Cela forme un corpus assez curieux et évidemment, la première question, bien sûr quand on lit c'est agréable, mais la première question quand on est du côté de l'analyse des textes, cela pose problème. On commence à se dire comment considérer, où classer ces textes. Est-ce qu'ils sont du côté du roman ou du côté de l'essai? Ça c'est un premier problème. Et ensuite il y a un second qui est le fait que, j'ai dit d'ailleurs que Join lui-même, il a comme pseudonyme littéraire Roger Gendre. Mais le Roger Gendre, on le retrouve aussi bien dans Célébration du grand-père que dans Paysage avec rivière et dans La cimenterie, Les trois cousines, etc. Donc là aussi, une espèce d'hybridation des textes qui font que, en fait, pour moi, la rupture n'est pas
que Juin rompt avec quelque chose, mais il ne se situe jamais. C'est pour ça que j'ai dit quelque part ici, en présentant mon texte, que Juin est toujours un petit peu à côté de la norme, en dehors de la... ailleurs que là où on l'attend. Et ça, du point de vue architectuel, du point de vue de sa thématique, parce que bon, nous allons peut-être en discuter tout à l'heure, les romans de Juin sont classés à la rubrique régionaliste, mais comme je l'ai dit dans mon texte, ce n'est pas tout à fait vrai. Il se passe quelque chose dans ce texte qui n'est pas de l'ordre du récit régionaliste. Et fût-ce que les techniques, il a utilisées d'ailleurs lui-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce texte qui sanctifie, qui transcende ce texte et l'amène en fait à ce que moi j'appelle la littérature du vrai, un petit peu dans le sens du mentir vrai de Louis Arago. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà aussi une deuxième raison pour dire que Juin est toujours à côté de l'endroit où on l'attend spécifiquement. Je peux terminer en disant que Juin a écrit de la poésie, il a écrit des romans, il a écrit des essais. Son œuvre, son œuvre critique est très présente. Par exemple, l'œuvre de Victor Hugo, la biographie de Victor Hugo, une somme de plus de 1000 pages, et il dit là, dans l'introduction, qu'il se méfie des œillères universitaires et qu'il est heureux, quelque part, de n'avoir pas fait l'université, parce qu'alors il est vierge de toute influence. Pareil. Là aussi, il développe une manière de critiquer des textes qui est quand même assez propre à lui aussi, avec des intuitions fulgurantes comme ça, d'un texte à un autre. Voilà, c'est l'ensemble de ce faisceau qui me fait dire justement que Juin entreprend une œuvre dans laquelle il ne se marginalise pas, mais il va plutôt vers une originalité, parce que c'est une œuvre qui en fait installe son domaine vis-à-vis des normes qui l'entourent, vis-à-vis des normes en la matière, en poésie, dans le roman et dans l'essai. Il essaye de se, j'allais dire, il essaye de se faire son trou, mais ce n'est pas tellement la chose, mais il essaye de trouver une manière à lui de reprendre un peu toutes ces normes et de les mettre à sa place. Voilà. Si j'ai encore 3 minutes, je me permets 2 minutes, merci, de poser une question. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'évidemment, lorsqu'il est arrivé à Paris, il était le secrétaire d'Aragon, il connaissait René Char, il a fait partie de toute cette ébullition liée au Parti communiste après la Seconde Guerre mondiale à Paris. Et au fait, vous en parlez peu. Vous situez la chose, mais vous n'en tirez pas, si je peux dire, des effets, disons par exemple sur ses choix d'écriture, sur ses choix d'écriture ou sur les sujets de ces textes. Pourquoi? Oui, c'est vrai que je n'ai pas... Juin dit quelque chose d'assez important dans un de ses essais. Il dit, quand il est arrivé à Paris, il voulait prendre la carte du parti, mais Albert Beguin lui a dit, c'est pas ton problème, il ne faut pas... Toi, oui, voilà. Toi, tu as quelque chose à dire, et il faut t'occuper de le dire. D'ailleurs, il raconte au départ qu'il a commencé à imiter un peu les mots du moment à Paris, etc. Mais quand Albert Beguin a lu les textes qu'il lui présentait, il a dit à Hubert Jean, mais il y a quelque chose d'un écrivain. Voilà, il y a quelque chose de particulier, il y a une voix que tu peux porter, il y a des choses que tu dois dire. Et en fait, il a insisté pour que Juin parle de son pays natal, parle de sa région natale, parce qu'il avait des choses à dire par rapport à sa parentèle et par rapport à sa vie d'enfance. Devoir de mémoire. Voilà, et d'ailleurs, il a suivi ce conseil. Il a suivi ce conseil parce que c'est quand même extraordinaire, il s'installe à Paris, mais pour ne parler que de la Belgique. Et il ne dit de la Belgique que ce qui est très différent de Paris, en fait. Et voilà, quelqu'un qui s'installe à Paris, ou qui est quand même un milieu où un champ où les gens se font concurrence aussi bien dans les thématiques que dans l'écriture, et lui, il choisit un thème purement régional, et en dehors de la France d'ailleurs, en Belgique. Merci. Merci à tous les deux. Nous poursuivons l'épreuve et le rite de passage.
en écoutant l'intervention de M. Éric Liseux, professeur à l'Université de Clermont. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi aussi, je vais commencer, bien sûr, par vous féliciter à double titre. Premier titre, d'avoir ramené sous la lumière un écrivain dont je dois avouer que je ne l'avais pas relu depuis, je crois, 35 ans ou 36 ans. Voilà, parce que le volume, je ne l'avais pas rouvert depuis l'époque de ma thèse, à moi, qui était une époque assez lointaine. Et puis, je voulais vous féliciter aussi pour nous remettre quand même un manuscrit d'une grande qualité, hein, il faut le dire. C'est un volume élégant de 432 pages, où, après la lecture, alors j'en ai pas accusé réception, mais j'ai bien reçu vos pages d'errata, après la lecture des pages d'errata, on trouve à déplorer très peu de coquilles, mais il en reste quand même. Les pages d'errata sont presque toujours comme ça, ils ont des manques. Et surtout, si vous pouviez corriger l'un d'entre eux qui m'a fait frémir, c'est, il y en a d'autres, hein, mais le pauvre Carl Gustav Jung, écrit avec un Y, doit le faire se retourner dans sa tombe. À plusieurs reprises. Hein. Le style n'est pas toujours suffisamment soutenu non plus. Hein. On planche, chez vous, on planche sur une œuvre, par exemple, où on a une ex-copine. Ce sont des choses qu'on trouve rarement dans une thèse. Et puis, il y a quelques termes qui pourraient passer dans un autre type de travail, mais dans un travail littéraire, l'hermétisme des frontières résonne d'une façon malarméenne qui, je l'avoue, me laisse un peu pantois, comme la délicatesse de la notion de régionalisme, pour ne rien dire de votre transit textuel. Alors je sais bien que dans le papier il y a des fibres, mais il faudrait peut-être trouver un autre terme. Enfin, ceci dit, comme vous l'avez présenté, vous nous offrez un volume en 3 parties fermement dessinées. La première, bon, je vous avoue que je pense qu'on aurait pu s'en passer. L'auteur, sa vie, son œuvre, aurait peut-être pu faire l'objet de quelques paragraphes introductifs, et en réservant un certain nombre de remarques ensuite pour l'ensemble de l'œuvre dans la conclusion, vous auriez appliqué ce que vous trouvez dans votre analyse des hameaux sur l'ensemble de l'œuvre. Ça vous aurait évité certainement un grand nombre de redites qu'on a déjà évoquées. Mais bon, les 2 autres parties se tiennent tout à fait. Elles sont menées avec rigueur, avec beaucoup de précautions méthodologiques, et j'ose dire même avec trop de précautions méthodologiques. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de dresser dans la 3e partie ces portraits assez peu originaux, il faut quand même le dire, du régionalisme littéraire et du nouveau roman? Il y a des choses là qui auraient pu être élaguées, qui appartiennent, je pense, à la connaissance de l'honnête homme, pour ne pas dire de l'honnête femme. Est-ce qu'il est admissible, alors là c'est une autre façon, hein, des prolégomènes un peu monologiques, j'ai trouvé notamment dans la 2e partie, est-ce qu'il est admissible de reprendre, comme vous le faites, la théorie de l'espace romanesque de Max Gerber, sans véritablement la discuter? Alors vous faites quelques petites apostilles, mais ça n'est pas grand-chose, et vous la reprenez pratiquement telle quelle. Alors c'est vrai que la fameuse nomenclature dont vous nous faites cadeau aux alentours de la page 150, vous la discutez, hein, mais c'est simplement pour ramener 2 critères ensemble, et ensuite vous réorganisez le tout en fonction de 3 dynamiques. Mais je voudrais vous faire remarquer une toute petite chose. C'est que cette nomenclature, qui est assez impressionniste, enfin bon, on pourrait longuement la discuter, vous la traitez d'une façon, pour la regrouper en dynamique, donc en 3 dynamiques, d'une façon assez curieuse. Je veux dire que votre première dynamique, le principe de l'échange, reprend les critères 1, 3, 4, 6, hein, c'est-à-dire les dimensions et proportions, le mouvement, la communication et le groupe. D'accord? Ensuite, le principe du désir reprend 4 critères à peu près les mêmes. C'est-à-dire que vous ajoutez simplement le 7e critère, le nombre. Et enfin, la 3e dynamique privilégie elle aussi 4 critères, mais c'est à nouveau le 1, le 5, à nouveau le 6 et le 9. C'est-à-dire que tout cela se superpose et qu'il y a des éléments de la nomenclature de Max Gerber que vous n'évoquez jamais.
ce sont par exemple les critères 2 et 8 de votre propre agencement, hein, c'est-à-dire la forme, le cercle et la droite, et l'éclairage, le clair et l'obscur. Or, il me semble que ces deux éléments jouent, en tout cas dans une analyse phénoménologique à la Bachelard, que vous auriez peut-être pu pousser un petit peu plus loin que vous le faites, jouent un rôle, et j'essaierai de le montrer par la suite, si M. le Président me laisse la parole jusqu'à la fin de mes pages, si je commence à regarder la montre qui tourne malheureusement trop vite. Vous voyez, la question du cercle et de la droite, c'est-à-dire la question du pointu opposé à l'arrondi, la question du lumineux et du sombre, hein, donc ça c'est votre critère 8, me semble jouer des rôles essentiels, et je trouve dommage qu'on ne retrouve pas ça dans votre travail, comme, et c'est ce que j'essaierai de montrer à la fin de mon intervention, comme vous ne dites rien de quelque chose qui me paraît absolument fondamental, c'est l'opposition entre le compact et le diffus. Il me semble que si vous voulez travailler sur les métaphores obsédantes de Juin, vous auriez intérêt à vous poser ces questions. D'un autre côté, puisque vous évoquez aussi le problème de la frontière, et j'y reviendrai aussi si j'ai le temps, je m'étonne de ne pas vous voir évoquer la figure de Mikhail Bakhtin et la question du chronotope. Parce que je pense que vous auriez là un instrument important, hein, Bakhtin n'apparaît pas dans votre bibliographie, un instrument important pour traiter de cet élément. Donc voilà, si vous voulez, les remarques générales, un surplus de théorie, trop de respect par rapport à d'autres théories. Hein, vous n'avez peut-être pas réussi à suffisamment mettre votre patte, et puis l'oubli d'un certain nombre d'éléments qui me paraissent importants. Alors, je vais continuer en vous faisant quelques petites remarques. Je vais commencer par des choses qui sont secondaires, mais qu'il faudrait peut-être, je pense que ce sont des faiblesses d'expression. Page 12, par exemple, on a évoqué tout à l'heure Charles Moron, et je trouve que votre définition du mythe personnel est un petit peu rapide. Hein. Dans la note 10, vous identifiez, semble-t-il, les métaphores obsédantes au mythe personnel, alors que ça ne passe pas. Hein. Bien sûr, les métaphores obsédantes sont des traces textuelles qui vous permettent d'élaborer le mythe personnel du Bergevin. Je ne suis pas sûr que le mythe personnel du Bergevin tienne dans ce que vous appelez les hameaux. Il faudrait peut-être le définir, en tout cas l'approcher différemment, et je vous donnerai quelques pistes de réflexion à ce propos. J'ai trouvé aussi parfois, mais encore une fois, je pense que ce sont des problèmes d'expression, simplement des repères historiques un peu flottants. Hein, quand vous nous dites que vous définissez les années 50, c'est page 52 de votre thèse, comme l'époque mouvementée des avant-gardes. Bon, pour moi, l'époque mouvementée des avant-gardes, c'est un tout autre moment, me semble-t-il. Et puis, plus largement, je dirais que, alors un petit peu contrairement à ma collègue qui a pris la parole tout à l'heure, je trouve que l'arrière-plan belge, la littérature belge que vous convoquez, enfin, il me semble que vous pourriez la convoquer de façon un peu plus puissante et de façon un petit peu plus pressante. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites sur le régionalisme, par exemple. N'oubliez pas que l'année même de la parution du manifeste du groupe du lundi, Franz Hellens publie Le magasin aux poudres, qui est une reprise d'un certain nombre des topoi du roman régionaliste, mais évidemment avec un certain nombre d'inversions. Donc je pense que vous auriez gagné à le situer plus précisément dans une généalogie belge. Je ne dis pas qu'il soit le fils de Franz Hellens, hein, mais vous auriez gagné à vous interroger peut-être un petit peu plus, comme la figuration de la frontière. Hein. La frontière, elle est partout chez les Belges. Et il n'y a pas besoin, quand vous dites qu'une situation paratopique à forte tendance spatiale impose des choix littéraires propres du régionalisme, proches du régionalisme, pardon, eh bien, je vous renvoie à des écrivains aussi différents que Marcel Thierry, Henri Beauchot, Rony Aîné ou Jean Rey, qui sont des écrivains qui habitent précisément la frontière, exactement comme Juin, et qui n'ont pas eu besoin pour cela de vivre dans la région qu'habite Juin. Et puis, j'en terminerai avec ces toutes petites remarques qui sont simplement des choses qui peuvent être corrigées très rapidement.
Vous voyez, vous avez des appels à l'intertexte qui sont un petit peu malvenus. Quand vous parlez d'Apocalypse, page 165, alors que c'est une dimension infernale. Quand vous parlez vous dites, page 184, que telle description évoque un tableau de peintre. Alors d'abord, vous connaissez l'histoire de l'ancienneté de la comparaison de la littérature belge à la peinture, évidemment, et ça mériterait quand même, à ce moment-là, une analyse. Et puis je me demande, page 167, pourquoi vous parlez d'actant et non pas d'acteur. Mais bon, vous voyez, tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent se corriger. Je pense que ce sont plutôt des faiblesses d'expression. En revanche, et là j'en viens véritablement à ce qui m'intéresse, je vais parler du mythe personnel d'Hubert Join, et notamment donc de cette deuxième partie. C'est celle qui m'a le plus intéressé, c'est celle qui me paraît la plus importante dans votre travail. Alors, je voudrais insister sur un certain nombre de phénomènes que fait émerger votre analyse, tout en vous demandant peut-être d'aller un tout petit peu plus loin que ce que vous faites. Alors je saute des choses, et lorsque vous traitez par exemple du désir et du corps féminin, c'est à partir de la page 270. Il me semble que vous êtes en train de mettre le doigt sur un phénomène qui va traverser toute l'œuvre romanesque de Join, sans doute pas que l'œuvre romanesque, certainement pas que l'œuvre romanesque, qui est une question qui touche à l'inversion d'un certain nombre de figures, du côté du féminin. Et donc il me semble que lorsque vous voyez Raymond de Mazure dans Chaperon Rouge comme une déesse forestière, ça n'est pas simplement, comme vous le prétendez, c'est page 211, pour convoquer une imagerie animale. Les femmes sont présentées comme des déités de la forêt, c'est-à-dire des cives ou des satyres. Et c'est bien pourquoi, dans Les Sangliers, Joséphine Dopin sent le bouc. C'est moins parce qu'elle est démoniaque que parce qu'elle est fille ou sœur du dieu Pan. Et ce caractère de déesse de la nature et des bois se retrouve évidemment dans le compagnonnage, mais c'est un compagnonnage, ce n'est pas une identification, dans le compagnonnage qu'établit la femme avec l'arbre. Je ne pense pas que l'arbre soit identifiable au féminin. C'est simplement un attribut de cette déesse de la forêt. Et donc, cette présence féminine demanderait à être analysée peut-être un petit peu plus à fond, comme lorsque vous analysez la blessure de Roger Gendre et que vous la mettez, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant et très important dans votre thèse, en parallèle avec celle d'Adonis. Alors, vous faites quelque chose de tout à fait intéressant parce que vous rapprochez cela, bien sûr, de l'amour incestueux d'Édipe, mais vous ne nous expliquez pas pourquoi il fallait que Roger boitât, parce que Édipe, vous connaissez l'étymologie évidemment de ce nom, comme vous n'insistez pas sur les adultérations que subit chez Juin, parce qu'elles sont essentielles. Justement, cet épisode mythique, la citadine en anti-Artémis qui rate la cible, et le sanglier qui devient une laie. N'oubliez pas, vous le citez d'ailleurs en page 286, qu'il y a une remarque au début des sangliers sur les femmes et les laits qui déchirent les mâles. Donc il y a là quelque chose autour du féminin que vous ne dites pas, et qui va se prolonger. De façon très intéressante, vous rappelez qu'il y a de la parturition dans parturier. Mais vous n'avez pas été sensible à toutes ces initiales en M. Mathieu, Mathie, Métis, Marguerite, Malperon, etc., etc. Tout comme d'ailleurs, bon, ben ça c'est une petite parenthèse, Thiel vous évoque plutôt un chanteur, enfin un musicien, plutôt que Wallenspiegel, que vous citez, c'est vrai, je le reconnais dans une note, mais je n'ai pas noté, si page 35, il y a une note à propos de cela, mais en fait, voilà, vous n'allez pas plus loin dans le passage où vous interrogez ce patronyme. Et je pense que toutes ces images, vous voyez, auraient dû évoquer, me semble-t-il, quelque chose qui opère, qui est une féminisation de la création littéraire. Et c'est, à mon sens, ce que démontrerait le motif des chapeaux et de la tête.
je suis désolé, mais quand vous comparez la casquette de je ne sais plus qui, j'ai oublié, C'est qu'importe, c'est un homme. Mathieu. C'est un homme, hein, qui enlevait sa casquette qu'à l'église. Vous comparez ça à la coiffe. Mais la coiffe a tout à fait un autre rôle à l'église. Hein. La femme doit justement rentrer dans l'église la tête couverte. C'est donc par un autre biais que le chapeau de Joséphine est scandaleux. C'est quoi ce chapeau? C'est un chapeau à plumes. Qu'est-ce qu'on fait avec des plumes sinon écrire? Et donc, ça vous conduit à ne pas voir, me semble-t-il, le rôle du féminin, ça vous conduit à nous mentir. Enfin, à nous mentir par rapport à l'édition que j'ai. Quand vous dites que Louis Malperon est perché sur le mur du cimetière, il n'est pas perché sur le mur du cimetière. Il est derrière et on voit juste sa tête. Comme s'il était décapité. Enfin, moi, c'est dans mon édition. Je n'ai pas noté la page, mais enfin, c'est facile, c'est la fin. Voilà. Donc, vous voyez, il y a, me semble-t-il, quelque chose à chercher, quelque chose à creuser du côté de la féminisation des processus de sublimation. Et donc, dans cette tension qui va s'établir, évidemment, entre la terre-mère, d'autant plus forte que quand on revient de Paris, c'est pour la mort de la mère, la terre-mère et la position excentrique, entre guillemets, à Paris. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui mériterait d'être... vous m'arrêterez, Monsieur le Président, quand je serai insupportable. Il me reste combien de temps encore? 2 minutes. Ah, fiche. J'aurais pas dû poser la question, parce qu'en fait, vous répondez 2 minutes systématiquement. Bon, alors, je vais aller très vite. Donc, je trouve que le motif de la frontière que vous annoncez, vous pourriez le travailler là aussi de façon beaucoup plus approfondie dans les textes. Ça n'est pas par hasard que la cimenterie, les bâtiments de la cimenterie soient à demi écroulés, que les sacs soient à moitié, dans la même citation, à moitié pris, et que tout ça devrait être mis évidemment en relation avec le fait que le paysage est coupé en deux par la rivière. C'est-à-dire qu'on a une frontière, et à l'intérieur de cette frontière, un espace frontalier où on habite, et à l'intérieur de cette frontière se multiplient les frontières internes. Donc je ne vais pas prendre d'autres, puisqu'on a un président absolument terrible, donc je ne vais pas prendre d'autres exemples. Je vais laisser tout ça de côté, et je vais en venir à ma question du compact et du diffus. Parce que j'ai eu le sentiment en vous lisant, mais c'est en vous lisant, j'ai eu le sentiment qu'on touchait là à quelque chose d'essentiel qu'on retrouve dans la parole. La parole peut être compacte, justement diffuse, des bribes, des mots comme ça. Et ça rejaillit bien sûr sur l'écriture. Mais regardez l'extrait que vous donnez, page 161, de la cimenterie. La cimenterie, je cite, Vélin existait à nouveau, maison grise et basse, jetée en lisière de la forêt, entre la rivière dans les fonds et l'église sur une colline ronde. Au long de la rivière, les gens avaient leur maison. Les pauvres vivaient sur la colline. Dans ce village-là, chacun songeait à descendre, à quitter les abords de l'église, pour le brouillard dense de la vallée. 50 maisons suffisaient. Il y avait 2 villages, le haut et le bas. Vous voyez bien que la topographie des lieux, qui est visiblement binaire, s'accompagne d'un procédé qui est celui de la diffusion. Et il me semble que c'est quelque chose d'autant plus important que, qu'est-ce que c'est qu'une cimenterie? Qu'est-ce que c'est que le ciment, si ce n'est pas de la poudre? Si ce n'est pas faire passer du compact à l'état de diffus. D'autant que, je vous rappelle que les sacs sont, j'ai déjà dit, à moitié pris sous les briques. Et le vent joue là-dedans. Donc, je crois que ce jeu du compact et du diffus vous aurait permis... Vous voyez, je n'ai pas vraiment de questions. J'ai simplement des propositions pour aller un tout petit peu plus loin. Vous aurait permis aussi d'interroger alors l'écriture même de Juin, son rapport à la parole, tel qu'il est décrit dans les textes, la parole rare, ou la parole des taiseux, ou au contraire le flot continu des bavards. Mais il me semble aussi qu'il vous aurait permis, j'ai beaucoup aimé, parce que je suis aussi musicien, donc j'ai beaucoup aimé le passage, je crois que c'est aux alentours de la page 382, enfin j'ai plus de... où vous détaillez, vous savez, toutes les séquences, d'accord. Et
il me semble qu'il y a là quelque chose qui, avec le tableau que vous faites, montre qu'il y a un jeu entre la diffusion et la compacité, c'est-à-dire qu'au cœur de chacune des parties, vous avez un noyau extrêmement fort, qui montre du doigt quoi? Montre du doigt l'opposition d'Eros et Thanatos, puisque le premier noyau, c'est le cercueil, et le deuxième noyau, c'est le mariage de Georgette et de Montaigu. Et donc, vous voyez bien que cette question du contact et du diffus, que vous avez raté, à mon avis, que vous avez raté parce que vous êtes resté dans Weisgerber, hein, eh bien, vous aurez permis, je pense, véritablement, là, de débusquer le mythe personnel du Bergevin, ce que vous faites presque, mais il manque encore le petit coup de pouce que vous pourriez avoir, je l'espère, lorsque vous allez publier ce travail. Alors, du moins, en tout cas, moi, je pense que la deuxième partie mérite tout à fait d'être publiée, et donc à condition peut-être de l'approfondir. Donc, vous voyez, si mes remarques sont nombreuses, je ne les ai pas faites oralement aussi nombreuses qu'elles sont sur le papier, c'est parce que cette thèse m'a vraiment beaucoup intéressé et que je crois que c'est un grand moment de l'analyse des lettres françaises de Belgique, des lettres belges d'expression française. Je ne sais comment il est de bon ton de dire à cette table et en cette ville. Et en tout cas, vous avez fait là un travail remarquable pour lequel je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai noté bien sûr toutes ces remarques, mais je voulais dire quelque chose à propos du compact et du diffus qui m'interpelle justement. Parce que cela est déjà dans l'avertissement que j'ai lu ici, l'avertissement qui fait dans le chaperon rouge. Il dit un lieu diffus, fait d'un village ou deux. Hein, on sent déjà dans cet avertissement cette arrivée de ce concept de diffus et de compact. Mais je crois m'être rendu compte de cela lorsque j'ai analysé le fonctionnement des frontières à Véla. Il y a un cercle concentrique où il y a les patriarches qui règnent au milieu, ensuite les contrebandiers, et alors il y a l'espace du village qui reste un espace diffus, enfin plutôt l'espace de la forêt, de la pompe d'alternement, qui reste quelque peu diffus et qui justement permettent que des crimes se commettent là. Si les crimes se commettent à l'intérieur du village, c'est sous le contrôle des patriarches, d'une façon ou d'une autre. Mais s'ils se commettent à la frontière ou en dehors de la frontière, c'est justement dans cet espace, parfois même j'ai parlé d'espace périphérique, mais enfin, voilà, moi je pense ce concept de diffus pour dire justement que je pense qu'à ce niveau-là, j'ai montré qu'il y a un fonctionnement du compact et du diffus, au moins dans la structuration des frontières telles qu'elles fonctionnent normalement pour les meurtres. Par exemple, la femme Méthilde qui a été assassinée. On ne sait pas où elle a été assassinée. Elle est retrouvée quelques semaines plus tard flottant sur la Messancy. C'est d'ailleurs Mathieu Dumoulin qui la retrouve. Il y a là, pour moi, un phénomène assez curieux. Cette femme habite à la lisière, donc près de la pompe d'alternement, d'ailleurs à la lisière de la forêt. Et puis, de temps en temps, elle descend dans le village pour faire quelques emplettes, puis elle repart rapidement vers cette lisière. Mais quand elle meurt, la lisière est à la frontière nord, on la retrouve dans la rivière à la frontière sud. Voilà, c'est simplement cette remarque que je voulais faire, mais évidemment, je retiens précieusement les remarques que vous avez formulées. Merci beaucoup.